Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h12 et j'ai le plaisir, et nous avons le plaisir, vous, auditrices, auditeurs et moi-même, de recevoir Florence Bergeau-Blaclair. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à nouveau. Merci. Je rappelle que vous étiez là le 30 janvier dernier pour la sortie de votre livre, Le frérisme et ses réseaux, l'enquête. Votre enquête, vous êtes anthropologue, vous êtes chercheuse, votre enquête aux éditions Odile Jacob, c'était la première radio. Et ça avait provoqué beaucoup de réactions, hein, Florence Bergeau-Blaclair. Oui, d'ailleurs, des réactions très positives. Des réactions très positives. Et depuis, on parle de vous et de votre livre. On en parle en bien, en mal. En mal, pas du livre, mais on parle en mal du sujet de votre livre, le frérisme. Et ça a déchaîné les passions. Des passions qui sont des passions dangereuses parfois. Vous avez reçu des menaces de mort ? Exactement. J'ai reçu un certain nombre de menaces, de calomnies, d'injures. Ce qui était assez préoccupant, c'est elles sont venues d'abord du milieu académique, qui n'avait manifestement pas lu mon livre, mais qui avait décidé de me faire taire. C'est en général comme ça que vos adversaires dans le monde académique s'y prennent, c'est-à-dire qu'ils vous discréditent. Le monde de l'université. Ah oui, il y a des batailles féroces, parce qu'il y a une partie militante qui n'entend pas que l'on mette certains sujets que l'on en débatte sur la place publique. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent immédiatement, le plus vite possible. Si par exemple vous allez à l'ENS présenter vos travaux chez Gilles Kepel, eh bien ils vont saisir cette occasion pour bombarder les réseaux sociaux de calomnies, d'injures, de façon à vous disqualifier, de vous discréditer, puisqu'ils le font depuis le monde académique, donc avec leur diplôme. Et généralement ça marche. Sauf que là, ça n'a pas marché parce qu'ils ont été vraiment trop loin. Ils ont été trop loin. Ça a provoqué ces menaces de mort. Vous êtes sous protection policière. Voilà. Aujourd'hui. Voilà. Comment vivez-vous cela, bon, c'est assez, c'est évidemment un dispositif sur le plan personnel qui est assez lourd, mais je pense qu'il est indispensable dans certains cas. Nous ne sommes plus qu'une poignée aujourd'hui à travailler sur l'islamisme en Europe. Si nous ne sommes pas protégés, il n'y aura plus personne. Il y avait Gilles Kepel, il y avait Bernard Rougier, il y a Hugo Micheron aussi qui travaille sur ces sujets, mais à part nous quatre, on n'est plus du tout dans un travail critique de ces mouvements, mais plutôt dans un travail apologétique, malheureusement, des mouvements de l'islam politique. Oui, parce que je rappelle que votre travail n'est pas un travail de militante, n'est pas un travail, c'est un travail académique, c'est un travail de recherche, c'est un travail qui est impartial, qui n'est pas partisan. Je voudrais le préciser, parce que c'est très important, et le préciser justement pour toutes celles et ceux qui pourraient juger hâtivement de la qualité de votre livre, c'est bien cela, hein? Alors, on dit que je dénonce et en fait je démontre. Alors, oui. Il est vrai que dans ce livre-là, je prends position parce que au regard de mes démonstrations, je constate que notre société démocratique, libérale, est en danger. Donc, effectivement, à un moment donné, je prends position et je dis peut-être qu'on pourrait assurer de façon plus efficace les conditions de notre débat démocratique, de façon à ce que des théocrates ne viennent pas briser notre démocratie. Donc oui, je prends position, mais à l'issue de 30 ans de recherche. Voilà, oui, c'est pas comme ça. C'est une position éclairée. Ce n'est pas un pamphlet contre l'entrisme des frères musulmans. Voilà. Ce sont des recherches sur la réalité de l'entrisme des frères musulmans. C'est ça. Et évidemment, mes adversaires ont voulu le décrire comme un pamphlet antisémite, islamophobe, je ne sais plus quelle calomnie. Et tout ça passera par la justice. Je ne laisserai pas faire ça. Vous avez déposé plainte déjà ? Oui, j'ai déposé des plaintes contre ces individus qui sont des délinquants de l'université et qui ne nous permettent plus aujourd'hui de travailler. Ce qui était grave avec... Mais qui sont ces délinquants de l'université ?
je ne vais pas citer des noms. Pas les noms, mais ce sont des professeurs Oui, ce sont des gens qui ont eu dans toute leur carrière tous les avantages d'être des fonctionnaires, qui en ont profité pour faire l'apologie de certains mouvements de l'islam politique et qui maintenant, retraités par exemple, vont trop loin dans la calomnie et qu'il faut simplement, auquel il faut répondre. Est-ce qu'il y a derrière une volonté politique, vous pensez ? Oui, bien sûr. Il y a évidemment une volonté militante. Ils sont politiquement marqués ? Oui, bien sûr. Il est très très facile de les lire. Il faut les lire. Hein. Comme j'appelle à ce qu'on lise mon livre, il faut aussi lire Votre livre est passionnant, je l'ai vu, je l'ai dit le 30 janvier lorsque vous êtes venu ici pour cette première interview. Je l'ai dit, c'est la raison pour laquelle j'avais souhaité que vous veniez, et je vous remercie encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Mais votre livre est passionnant parce que c'est un vrai travail de recherche et on a besoin de ce travail de recherche. Florence Bergeaud-Blaclair, vous deviez tenir une conférence demain à la Sorbonne à propos de votre livre, sur le sujet de votre livre. Et que s'est-il passé ? Alors j'avais été invitée au mois de février par le responsable du diplôme universitaire laïcité qui m'avait invitée donc, et j'ai appris donc par lui lundi soir que la doyenne de la faculté de lettres de la Sorbonne entendait donc suspendre ma conférence. Les motifs n'étaient pas très clairs, et puis suspendre jusqu'à quand Sans explication aucune. Sans explication, sans même m'avoir contacté directement. Alors il s'agirait de problèmes de sécurité, mais alors pourquoi ne m'a-t-elle pas appelé ? Je l'aurais soit rassurée, puisque moi je n'avais pas d'éléments sur les réseaux sociaux me montrant qu'il y avait des manifestations d'étudiants contre ma conférence. Donc, en disant à l'organisateur qu'elle ne voulait pas jeter de l'huile sur le feu, elle accrédite d'une certaine manière mes détracteurs. Ce qui donne de lourdes responsabilités, puisqu'on sait que les détracteurs en question ont tellement excité les réseaux sociaux que ça a conduit à des menaces de mort. Oui. Donc le fait pour la Sorbonne de ne pas même me consulter, de pas même discuter avec moi, je leur demande même pas de lire mon livre, mais de suspendre comme ça pour ne pas jeter de l'huile sur le feu, c'est vraiment accréditer les terroristes intellectuels. Je sens votre colère là à propos de la Sorbonne, du report de cette conférence, parce que vous avez l'impression peut-être d'être trahi par le monde universitaire. Bon, c'est pas trahi, mais abandonné dans tous les cas. C'est pas nouveau, mais le fait d'avoir reçu des menaces de mort, d'être obligé de vivre sous protection policière, m'a donné peut-être un peu plus d'élan pour dénoncer ce qui se passe, et puis aussi parce que je suis très inquiète pour l'avenir de la recherche. Je montre dans mon livre que l'entrisme frériste existe bien. Des frères musulmans. Voilà, des frères musulmans existent depuis au moins 30 ans dans l'université. Il a fait son travail, et aujourd'hui, il n'y a plus personne pour faire des travaux critiques, pour ouvrir des débats, de vrais débats. Et même pour le révéler, même pour le dire, même pour l'expliquer. Voilà. Même pour l'expliquer. Depuis Samuel Paty, ça s'est encore aggravé, il y a une peur. C'est la peur en fait qui domine, c'est pas forcément des raisons idéologiques, c'est la trouille. C'est la trouille. C'est la trouille. Tout simplement. Donc, est-ce que il paraît qu'elle serait reportée, votre conférence ? Voilà, c'est ce que vous avez appris ? Voilà, j'ai appris que la Sorbonne avait donc validé donc le report de cette conférence au 2 juin, où je me rendrai, bien évidemment. Donc j'en suis heureuse. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de monde qui s'est inscrit. Donc ça me donnera l'occasion peut-être de faire connaître mon travail, et tant mieux. Enfin. Et tant mieux, et tant mieux. Alors, les pouvoirs publics, j'ai vu que le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, voulait vous recevoir. Alors, vous avez reçu l'invitation ? J'ai demandé une audience auprès du ministre de l'Intérieur. Je lui ai écrit une lettre, et effectivement, il me l'a accordée. Donc je dois être reçu dans les semaines qui viennent. Je vais lui parler des problèmes de sécurité que nous connaissons. Je fais la même invitation à la ministre de l'Enseignement et de la Recherche, parce que je pense qu'il faut que... Vous n'avez rien de ce côté-là ? De ce côté-là, je n'ai aucune réponse. Je crois avoir lu dans Le Monde qu'elle me ferait recevoir par un collaborateur. C'est quand même invraisemblable. Je n'ai pas été informée directement. Invraisemblable. Mais je pense qu'il y a des solutions à trouver pour réintégrer le débat sur les sujets. Il n'y a pas que
la question de l'islamisme. Il y a d'autres sujets qui deviennent préoccupants, qui sont interdits, qui sont cancellés, comme on dit, la cancel culture, la culture de l'effacement. Mais il y a des solutions, à condition d'en parler, à condition de comprendre comment ça fonctionne, et il faut réfléchir ensemble sur ce qu'on peut faire. Donc il y a des solutions, et c'est avec c'est de cela dont je voudrais parler. Parler au ministre de l'Intérieur, qui lui a réagi. Bien. Dites-moi, Florence Bergeaud-Blaclair, rappelez-nous exactement votre travail sur l'entrisme des frères musulmans. Depuis des dizaines d'années, hein, ça date. Oui, ça fait 30. La première fois que je rentre dans une mosquée frériste, il y a 30 ans. Oui. C'était à Bordeaux. Voilà, donc j'ai commencé. Je savais pas tellement bien où j'étais, et j'ai compris les choses un peu de l'intérieur. Oui. Donc sans lire au départ, mais juste par mon travail d'observation participante d'anthropologue. Et après, c'est après que j'ai commencé à comprendre de l'intérieur comment toutes ces idées se diffusaient. Cette volonté souterraine de conquérir les esprits. Oui, enfin, c'est ça le travail. Tout à fait. C'est une conquête par la séduction. On n'est pas du tout dans le djihadisme violent avec les frères. On est dans quelque chose de beaucoup plus sournois, d'invitation à la dawa, à la prédication. Pour effectivement suivre un plan, le plan de Dieu, qui est d'accomplir la prophétie califale, d'instaurer la société islamique. Voilà, ce sont des théocrates. Ce sont des théocrates, oui. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver, mais ça veut dire qu'ils travaillent à le faire. Oui. C'est ça qu'il faut regarder. Et ce qui est intéressant, c'est de raconter ce qu'ils font. Voilà. C'est un vrai travail, encore une fois, c'est un vrai travail de recherche, mais même presque journalistique, quoi. C'est une enquête aussi. Alors il y a des travaux qui ont été faits sur le salafisme, parce que le frérisme est une sorte de salafisme, c'est un peu compliqué, mais donc il y a des travaux qui ont montré les territoires conquis de l'islamisme, donc tout ça, mais il y a une chose, à mon avis, que je développe dans le livre et qui est nouvelle, c'est l'emprise sectorielle, par secteur, donc la santé, l'université, bien sûr les écoles, tout ça a été... Oui, ce sont les secteurs qui sont les premiers investis. Voilà, c'est ça. Et tout ça... Santé, école, université. Voilà, tout ça a été pensé. Donc je mets en regard en fait des textes des principaux influenceurs des frères musulmans comme Kardawi ou Maoudoudi, et on voit que ce qu'ils ont annoncé qu'ils feraient dans les années 80-90, eh bien ils l'ont fait. Donc voilà, donc ils suivent des consignes, ils suivent des plans. Terrain ou pas bien sûr, personne les arrête. Donc évidemment, on ne peut pas leur reprocher. Ils sont toujours dans la loi. C'est ça qui fait que c'est assez difficile. Ils passent sous les radars, mais ils avancent et personne ne les arrête. C'est tout à fait naturel. Pourquoi ne pas essayer ? On ne peut pas leur reprocher. Oui, personne ne les arrête, mais vous êtes un révélateur de la situation. D'ailleurs, ce n'est pas votre rôle de les arrêter. Ce n'est pas mon rôle de les arrêter. Moi, mon rôle, c'est de faire comprendre comment ça fonctionne, et libre à une société de savoir sous quel modèle et sous quel régime elle veut vivre. Oui, le but est politique. Il est religieux et politique. Il est politico-religieux, oui. Il est politique avant tout. Politico-religieux. Politico-religieux. C'est indissociable. Ça n'est pas un parti politique, parce qu'il y a cette dimension justement du plan, du salut, qui rend les choses beaucoup plus complexes. Mais c'est un mouvement qui avance, pas qu'en France, c'est européen. Pas qu'en France. Le frérisme, c'est vraiment européen. C'est adapté aux sociétés, aux démocraties libérales. Donc ça se produit dans toutes les sociétés, aux États-Unis aussi, en Australie aussi. Voilà. Mais l'Europe est particulièrement fragile. La cancel culture participe. Alors, elle fait le sale boulot. Elle fait le sale boulot, évidemment. Bien sûr. Elle détruit et après, elle déconstruit. Elle déconstruit. Elle culpabilise, elle nous rend vulnérables. Et après, elle permet l'arrivée de... c'est ce que fait par exemple la J+, la chaîne qatari pour les jeunes européens. C'est une chaîne qui met en avant les problématiques déconstructionnistes du wokisme, et qui pourtant est payée par le Qatar, qui finance. C'est le Qatar qui finance. Qui finance aussi les frères musulmans. Donc il y a un lien évident entre cette déconstruction wokiste qui rend nos jeunes un petit peu culpabilisés, inquiets, qui abîme cette jeunesse. Devant lequel on se prosterne parfois. Ouais, ça encore, oui, c'est encore autre chose.
Mais c'est la Mais oui, réalité. les valises de billets Oui. à Bruxelles, oui, bien sûr. C'est la réalité. Merci d'être venu nous voir, Merci Florence Bergeau-Blaclair. Merci. Je rappelle le titre de votre livre à lire, hein, absolument. Le frérisme et ses réseaux. C'est aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup. Merci. Il est 12h27. André Berkoff.